Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Mais surtout, j'ai créé une agence. Donc, tout simplement, c'est la continuité naturelle. Auto-entrepreneur, tu es limité par ton temps. Tu commences à te faire aider, seconder par un développeur. Puis après, tu vas aller un peu plus loin en proposant directement le graphisme, etc. Et donc, aujourd'hui, je suis à la tête d'une agence web depuis 2017 qui s'appelle Energydin. On est 15-16 personnes entre Agadir et Casablanca. Et on est spécialisé justement dans la création de sites internet, le référencement naturel et la publicité sur les moteurs de recherche. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Nicolas. Alaykoum salam. Je Comment te vas-tu? remercie pour ton accueil. Ça va bien, Alhamdulillah, et toi? Ça va très bien. Écoute, je suis honoré de t'accueillir sur mon podcast Muslim Makers. Tu as été recommandé par un de mes précédents invités, Salim, que j'avais invité dans une précédente interview. Et il m'a parlé en bien de toi, alhamdoulilah. Je suis content de t'avoir. On a pu discuter il y a quelques jours. Et Inch'Allah, je pense que ça va faire une très belle interview. Inch'Allah, je remercie Salim au passage, un frère que je côtoie depuis 7 ans, je pense, quelque chose comme ça. Alhamdoulilah. Bah, écoute, Nicolas, pour commencer, je vais te demander de nous faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement. Quelles sont tes principales activités? Ok, ça marche. Donc, je m'appelle Nicolas. J'ai grandi dans la région parisienne, dans le 95, à la frontière de l'Oise. J'étais scolarisé dans l'Oise jusqu'à mes 17 ans. À l'école, l'école, voilà, c'était pas trop fait pour moi. J'ai développé assez tôt un intérêt pour tout ce qui est le développement web, développement informatique. Et j'ai su tôt que je voulais m'orienter vers là. Euh, et donc, tandis que ça allait pas super à l'école, on a cherché avec mes parents à l'époque une orientation qui se rapprocherait davantage de ce domaine. Mais en vérité, on a trouvé des solutions qui se rapprochent sans vraiment se rapprocher. En fait, j'étais orienté vers un bac pro, ça s'appelle AVM, audiovisuel et multimédia, mais en vrai de vrai, concrètement, pour quelqu'un comme moi qui cherchait à trouver du concret, à quitter un petit peu les feuilles, les rédactions pour voilà, faire du concret, faire des stages, etc., je me suis retrouvé dans une formation qui déjà n'avait quasiment rien à voir avec l'informatique, bien que on apprenait un petit peu la maintenance informatique, on devait aussi voir la réparation de tout ce qui était télé, machine à laver, etc. Donc, Mhm. c'était pas trop mon univers, mais surtout, encore, ça aurait pu me plaire, mais concrètement, pendant les cours, à chaque fois qu'on faisait une petite manipulation, c'est-à-dire que même sur une enceinte, on tournait un bouton, on faisait un demi-tour, on devait ensuite faire une rédaction pour expliquer qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce que ça a entraîné, etc. Donc ça non plus, ça n'a pas été trop euh, mon univers. Et donc je me suis retrouvé également en échec scolaire en professionnel. Donc, je cache pas que ça a été un peu difficile pour Mhm. ma mère qui est diplômée, ma sœur aussi a fait des longues études, etc. Donc, voilà. Mais en fait, ce qui a été une sortie, c'est que pendant ce stage-là, enfin pendant ce bac pro-là, j'avais fait un stage en fin d'année. Donc à la base pour euh, voilà, pour réparer des ordinateurs, pour faire des choses qui sont dans ce cursus. Mais j'ai eu un maître de stage qui m'a laissé travailler sur ce qui me plaisait, à savoir le développement web.
Il m'a proposé de Mhm. faire le site internet de son entreprise. Et donc, j'ai pu pendant 2 mois exercer davantage ce métier. Ensuite, quand j'ai arrêté ma seconde pro, j'ai fait un job d'été en tant que développeur web pour une boutique parisienne de blousons en cuir. Mhm. Là aussi, du coup, j'étais dans le web et mon domaine. Et quand je suis revenu en internat bah, à la rentrée, bah, au bout d'un mois, j'ai souhaité arrêter parce que du coup, tutoyer cet univers professionnel qui me correspondait, franchement, les gens étaient plutôt contents de moi et retrouver un univers après très scolaire, encore plus l'internat où vraiment tout est normé, hein. On te réveille, on te dit à quelle heure tu dois manger, etc. C'était vraiment difficile en plus du contenu des cours. Et j'ai eu enfin, j'ai décidé d'arrêter l'école. Ça se passait pas bien avec les professeurs, donc le choix était soit j'arrête l'école, soit malheureusement il y avait un risque qu'ils me fassent arrêter l'école, quoi, en gros. Mhm. Du coup, c'était mieux que je prenne l'initiative, ce d'autant que quand j'ai contacté les gens chez qui j'avais fait un stage d'été pour leur dire que maintenant je serais davantage disponible. Je me positionnais en freelance en fait, parce que je leur disais que j'avais pas de connexion Internet dans l'internat. Maintenant, je suis disponible. Ils m'ont proposé un CDI. Et donc, Mhm. j'ai pu passer, voilà, j'ai quitté l'école le vendredi pour prendre un CDI au SMIC, hein, le lundi matin. Ça a permis de rassurer les parents et je suis resté environ une année très enrichissante là-bas. Euh, donc, j'ai découvert tout ce qui était e-commerce. Je connaissais les sites internet, mais les sites vitrines, les sites dynamiques, mais je connaissais pas les boutiques en ligne. Mhm. Donc, ça, maintenant, enfin, ça m'a permis de l'appréhender. Et en fait, après, tout s'est fait un peu rapidement dans mon parcours. J'ai créé un statut auto-entrepreneur. Mon père, qui était à la recherche d'emploi à ce moment-là, il avait quand même une carte de commercial. En fait, il plaçait des postes à souder d'une usine italienne dans des magasins en France. Les fabricants lui ont proposé de pourquoi pas créer un site internet, vu qu'ils savaient que moi, du coup, j'avais commencé ça. Donc là, je devais avoir 17, 18 ans. Mhm. Et du coup, j'ai créé un site pour mon père, soudure.pro. Et donc, je te cache pas au départ que travaillant dans une boîte où on faisait des blousons en cuir qui étaient un produit de grande consommation, lancer les postes à souder, ne connaissant aucun bricoleur autour de moi, je pensais que voilà, si on en vendrait deux, trois par mois, ça serait déjà une bonne performance. Mais finalement, au fil des années, ça s'est même rapidement, mais au fil des années, ça s'est avéré être un gros projet qui fait aujourd'hui plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ah, machallah. Et en fait, Mhm. alhamdoulilah, et en fait, dans mon parcours, donc j'ai créé ce site-là. En même temps, j'ai créé un site, parce que on n'a pas encore évoqué ça, mais j'avais créé un site pour étudier le Coran en ligne, en français, Mhm. et qui s'appelait coranfrançais.com, qui s'appelle maintenant le Coran.com. Et Ouais. donc, j'avais ces deux sites-là, et mon intérêt, une fois que j'avais créé ces sites-là, c'était de faire venir du trafic dessus. Et c'est comme ça, en fait, que complètement en autodidacte, j'ai avalé des livres sur le référencement naturel sur Google. J'ai lu tout ce Ouais. qui se fait sur Internet à ce niveau, les vidéos, etc. Ouais. Et donc, je me suis orienté vers ce domaine-là, du référencement. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai fait ma carrière jusque-là. En 2016, j'ai Alors, pris pourquoi tu as voulu ouvrir un site sur le Coran? Alors en fait, je me suis converti à l'islam en 2013. Et donc j'ai étudié le Coran en français dans un livre que Mhm. j'avais acheté à la Fnac. Mais de temps en temps, n'ayant pas le livre sur moi, je cherchais sur Internet. Mhm. Voilà, c'était pour mon propre usage et j'ai vu qu'en fait les sites Internet étaient vraiment euh, pas friendly, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne Mhm. s'adaptaient pas au mobile. Il y avait des sites Internet où on pouvait lire, pas forcément facilement, d'autres où il y avait
l'audio. Donc, pour mon usage personnel, à la base, j'ai créé un site où voilà, on pourrait beaucoup plus facilement étudier le Coran français. On aurait à la fois le texte, l'audio et des fonctionnalités pratiques, euh, afficher les versets en phonétique sous les versets en français en un clic, enfin, des petites choses comme ça, reprendre la lecture d'une sourate, l'écoute audio d'une sourate depuis un verset. Donc, typiquement, tu lis la sourate Al-Baqarah, t'es interrompu, euh, tu reviens, ben, tu as un marque-page au niveau du verset où tu t'es arrêté. Enfin, plein de petits trucs comme ça que j'ai ajouté dans le temps en fonction de mon besoin. Quand je lisais dans, par exemple, le mode nuit, je disais la nuit, j'avais mal aux yeux, j'ai dit, ah, ben, je vais coder le mode nuit, tout simplement. Et puis les retours utilisateurs, et donc ça aboutit à ce site-là, qui Ouais, aujourd'hui, alhamdoulilah, visité plus de 1 million de fois par mois, Inch'Allah. et derrière lequel il y a une association. En fait, le site diffuse des publicités, donc soit la régie publicitaire de Google, soit des annonceurs musulmans, des associations, surtout des associations. Par exemple, là, certainement, il y a des associations qui vont proposer d'acheter les moutons pour l'Aïd dans Hmm. certains pays. Donc, et nous, 100% des revenus va dans une association. Ok, Machallah. Et donc ça, c'était un projet à part à côté de du site Voilà, soudure.com, c'est ça. tout à fait, soudure.pro. Point Et pro, pardon. puis, Ouais. pas de souci. Et puis, mais du coup, les objectifs de ces deux sites se rejoignaient à un moment. C'était deux sites qui étaient là, fonctionnels, avec une belle offre, entre guillemets, mais qui n'avaient pas de visiteurs. Et c'est ce qui m'a fait plonger dans le domaine du référencement sur Google. Voilà. Donc le Euh, référencement, juste en quelques mots, c'est de faire apparaître le site le plus haut possible sur Google pour que les gens le retrouvent plus facilement. voilà, dans les résultats dits gratuits, c'est-à-dire les liens bleus qui vont Hmm. s'afficher souvent sous les publicités. Voilà. Ok, Et donc, petit à petit, j'ai proposé mes services à d'autres sites en échange d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, notamment un site de plantes artificielles. Je voyais le potentiel, je voyais que le site partait de loin. Donc, il faisait 25 000 euros au début, bien en travaillant sur son référencement, sans publicité, hein, vraiment juste en faisant progresser son positionnement sur des mots-clés de son secteur. Je crois que 2, 3 ans après, il faisait 170 000 euros, quelque chose comme ça. Waouh. De Donc, revenus ou de bénéfices? non, non de CA, ça reste D'accord. un. Voilà. Et, mais voilà, ça change la vie à la fois de l'entrepreneur qui est passé de 25 à 170. Et ben moi, mon pourcentage a été très valable. Si les premiers mois, c'était pas valable, ben, dans le temps, ça s'est rattrapé. Ouais, Et donc, à ce moment, donc j'étais toujours non, j'étais en départ vers le Maroc. À ce moment-là, je parle de fin 2015, début 2016. ouais, Et donc, en fait, moi, je suis installé au Maroc depuis janvier 2016. Donc, je pense que tout le monde s'en souvient, mais 2015, c'était des années très lourdes en France. C'était des années où il y avait des attentats tous les 5, 6 mois, avec ouais. l'ambiance politique qui va avec les débats qui vont avec. Et moi, vraiment, j'ai pensé à aller dans un pays où je serais tranquille à ce niveau-là. J'étais à la recherche aussi du soleil. Et, Ouais. le destin a fait que j'ai rencontré ma future épouse en 2015 et qu'elle était d'Agadir. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers Agadir et que j'habite à Agadir depuis janvier Inch'Allah. 2016, quoi. Voilà. Génial. Génial. Donc, voilà, ton activité principale, ouais, c'était d'aider les différents clients à créer leur site internet, à travailler sur leur référencement. Et c'est ce que tu fais encore depuis 2016.
Tout à fait. Alors, plus en auto-entrepreneur. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai créé mon propre site de vente en ligne avec ma belle famille de livraison de fleurs au Maroc. Ok, Donc, ça, voilà, c'est un projet aujourd'hui qui livre 300 à 400 bouquets par mois euh, dans dans l'ensemble du territoire marocain. Donc, pour, euh, pour donner une idée, c'est comme Interflora, FloraJet, tout ça, ouais, ce qui se fait en France, mais au Maroc. Mais surtout, j'ai créé une agence. Donc, tout simplement, bah, c'est la continuité naturelle. Auto-entrepreneur, tu es limité par ton temps. Tu commences à te faire aider, seconder par un développeur. Puis après, tu vas aller un peu plus loin en proposant directement le graphisme, etc. Et donc, aujourd'hui, je suis à la tête d'une agence web depuis 2017 qui s'appelle Energydin. On est 15-16 personnes entre Agadir et Casablanca. d'accord, Et on est spécialisé justement dans la création de sites internet, le référencement naturel et la publicité sur les moteurs de recherche. d'accord. Puis, Un long voilà, chemin parcouru alors, depuis... oui, 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 c'est ça. Ça a été l'activité dans laquelle je me suis le plus investi, puisqu'à partir du moment où voilà, tu as une quinzaine et plus collaborateurs, bah forcément, ça devient un projet important. Et donc, voilà, et Energydin, c'est la boîte sur laquelle j'ai passé le plus de temps ces dernières années. Ok, Energy Jean, le nom. J'imagine le Jean, c'est la religion. Oui, c'est ça. Énergie, parce que tu pètes la forme. Non, bah, c'est comme un rappel permanent, quoi. Ouais, Je sais plus où j'entendais que euh, il y en a qui, je désapprouve ça, hein, mais il y en a qui se font des tatouages comme pour se rappeler, parce qu'ils vont les voir au quotidien, qu'il faut être comme ceci ou comme cela. Bah là, Énergitine, il y a Dine dans le nom, donc voilà. Et c'est une culture d'entreprise, c'est une éthique commerciale, enfin, c'est tout plein de choses qui font partie de l'identité de la boîte, quoi. génial. Donc actuellement, tu as ton agence marketing, tu as beaucoup de collaborateurs. Donc la clientèle est basée au Maroc principalement, avec des grosses Ouais. entreprises, des petites entreprises. Alors en fait, notre clientèle, on va dire, c'est à 90% de Français. En France, ça Ah va être d'accord, des TPE, des PME. Et au Maroc, ça va être des grosses boîtes par rapport à notre positionnement tarifaire qui est élevé par rapport au marché ici. Ici, nos clients au Maroc, c'est Adidas, par exemple, Yves Rocher, Decathlon et d'autres grandes enseignes qui vont pouvoir se permettre de payer la mensualité de notre prestation. Donc, on ok. accompagne très peu de TPE, PME marocaines. C'est vraiment plus la France ou les grands comptes ici. Ok, donc eux, ils vous contactent. Pourquoi principalement? Parce qu'ils ont déjà les grosses équipes, j'imagine, marketing, des équipes, voilà. Alors, Pourquoi ils ont besoin de vous? alors, Decathlon, par exemple, effectivement, ils avaient déjà leur site internet. Mhm, Ils centralisent tout ce qui est développement en Inde, en fait, mais le mhm. marketing, c'est quelque chose de local. Euh, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté juste ce week-end. J'ai un exemple, mais le marketing, c'est quelque chose de local. Et du coup, pour tout ce qui va être community management, réseaux sociaux, même marketing en général, ils vont prendre des boîtes dans le pays dans Mhm. lequel ils travaillent. Ok, Donc, quand je disais j'ai expérimenté, c'est tout bête, mais il y a... Donc, j'ai développé un jeu en ligne par navigateur. Et ce week-end, j'ai lancé des publicités dans des pays francophones comme Madagascar, par exemple. Et mhm. je dis, les Malgaches seront-ils les meilleurs? Et là, diatribe, je ne m'attendais pas, et je m'excuse, parce qu'il y a un débat national là-bas que je ne connais pas, comme quoi le malgache, c'est pas apprécié. C'est comme les Amazighs avec le nom berbère, en fait. Ils aiment bien Mhm. Amazigh, ils aiment pas, ils rejettent l'appellation berbère. Ben, c'est pareil. Donc, tous les commentaires, ça a été malgache, malgache, comment ça, malgache? Et donc, je me suis Ouais, repris dans la publication
Et c'est un exemple comme quoi enfin, voilà, c'est essentiel d'avoir des pôles marketing qui soient ancrés dans la Ouais, culture c'est le terrain. locale pour, voilà, pour s'adresser à, à la population qu'on vise, quoi. C'est quoi le mot qu'ils préfèrent utiliser en Indonésie? Malagasy. Malagasy, d'accord. Donc les Je- Malagasy. Ok, bah, c'est voilà, intéressant. Moi, je je connaissais disais toujours pas. malgache, mais maintenant, Voilà, bah, moi jusqu'à je hier, connais c'était un peu pareil. plus. Voilà. Et donc Adidas, Adidas, c'est un peu différent. Donc Yves Rocher, c'est pareil, ils font leur site et ils veulent le marketing. Mais Adidas, donc on traite avec la boîte qui est allemande, on parle en anglais. Mais eux, ils nous ont sollicité pour la création du site Internet. Donc on a développé le site Internet, on l'héberge et puis on fait le référencement, etc. Donc Hmm. je vais dire les grands comptes, généralement, c'est pour le marketing, mais il arrive qu'ils nous confient parfois le développement. D'accord, très bien. Là, tu cites des grosses entreprises. On pourrait s'attendre à ce qu'ils aillent voir des cabinets spécialisés, enfin des agences plus grosses, enfin plus reconnues internationalement. Non? Peut-être, je sais pas, Euh, Havas ou des choses comme ça. alors, en fait, ils font des appels d'offres Ok, euh, et je sais que Adidas, par exemple, ils ont une agence égyptienne qui a fait pas mal de sites dans pas mal de pays, mais ils ont ouvert quand même à la possibilité des agences marocaines de postuler. Et puis après, c'est le feeling. Ils nous ont rencontrés sur place, ça s'est bien passé. Euh, Voilà, hmm, il y a peut-être certaines boîtes qui ont ce type de politique et d'autres, finalement, un assez grand nombre qui s'appuient sur des agences locales. très bien, très bien. Euh, Tu voulais continuer sur quelque chose ou... Ben, nous, ce qui nous permet d'être contactés par ces boîtes-là, c'est que aujourd'hui, l'agence a 5 ans, mais si quelqu'un cherche Agence Web Maroc, Agence SEO Maroc, il va nous trouver sur Google. Donc, pour lui, on va être la référence et c'est pour ça qu'il va nous contacter. Génial. Tu as d'autres activités aussi que tu as commencé récemment? Oui, tout à fait. Récemment, alors deux choses. Une activité professionnelle qui a commencé peu, c'est l'activité d'agent immobilier, car j'ai la chance maintenant de pouvoir compter au sein de l'agence web sur un directeur depuis 2 ou 3 ans. Donc D'accord. aujourd'hui, dans l'agence web, je m'occupe surtout de la formation des collaborateurs, de vérifier les Hmm, process et de réfléchir, de brainstormer avec le directeur pour le développement ouais. de l'agence. Tu as pu Autrement, déléguer beaucoup. voilà, ça m'a laissé du temps libre pour lancer une agence immobilière en association avec mon meilleur ami d'enfance qui m'a rejoint à Agadir il y a quelques années. Ok. Et donc voilà, c'est un projet ambitieux. On a commencé il y a quelques mois. On a vendu quelques appartements et maisons. Et voilà, ben, ça c'est une chose, mais ce qui m'occupe davantage en ce moment, dans ce qu'on a évoqué la semaine dernière, c'est que donc, je suis entré dans le bureau d'un club de rugby, un club de Hmm, rugby de la région d'Agadir. Donc c'est pas Agadir même, mais sa banlieue. Et donc, en fait, c'est un club de rugby très modeste et qui, avec ses moyens très modestes, a réussi à créer un vrai projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des centaines de joueurs de tout âge, filles et garçons. On commence voilà, du poussin jusqu'au senior et toutes les catégories d'âge performent, que ce soit au niveau régional ou national, avec les équipes seniors qui sont en Ligue 2, qui ont joué là, il y a pas longtemps les playoffs pour monter en division d'excellence, l'équivalent de la Ligue 1. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année, mais il faut imaginer qu'ils rivalisent donc avec des clubs qui existent depuis très longtemps. Eux existent que depuis 2018, je crois, qui ont leur propre stade, leur propre bus, plus de 100 000 euros de budget annuel, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines équipes, même en Ligue 2, hein, parce il y a des équipes qui sont soutenues par des très grosses entreprises marocaines.
tandis que ce club a un budget annuel de 5 000 € par mois. Donc, ça fait 5 000 € par an, pardon. Ça fait 400 € quelques par mois. Et malgré ça, donc, sur ma page Facebook, on va partager une vidéo dans ce sens, mais ils ont arraché leur participation aux ligues nationales avec des maillots de fortune. Ils avaient les Mhm. numéros de maillots scotchés dans le dos. Enfin, c'est vraiment euh, la débrouillardise, quoi. Tout est en mode débrouillard, mais par leur engagement sur le terrain, etc., ils arrivent à avoir des résultats. Depuis cette année, ils ont une équipe à 15. Là, ils voulaient participer à la Coupe du Trône. Malheureusement, on a dû déclarer forfait faute de moyens, parce qu'un déplacement pour une équipe à 15, faut imaginer le staff, tout ça. Donc, avec les remplaçants, il y a une trentaine de personnes, voire plus. C'était 2 500 €, 2 500 €. Bon, ben, malheureusement, forfait. Et moi, mon rôle, justement, c'est de faire en sorte que dans les années à venir, par l'intermédiaire de sponsors, de donateurs, de partenaires ou autres, on arrive à avoir un financement périn qui permet ben voilà, de ne plus jamais déclarer forfait. Ça arrive même en championnat, des fois, qu'on ne puisse pas payer certains déplacements et pouvoir mieux équiper l'équipe. Je donne un exemple, mais on manque de maillots, on manque de dossards, donc des fois on fait des matchs et enfin, je ne sais pas si tu pratiques le foot ou le Mhm. rugby ou comme ça, mais si tu fais un match et que vous avez tous des maillots de toutes les couleurs, bah, c'est beaucoup moins simple. Des fois, tu fais la passe à Ouais, ton adversaire, je sais pas à juste, qui. voilà. Donc c'est le b.a.-ba des équipements qui manquent aujourd'hui et on va essayer de répondre à ce besoin-là dans les mois à venir. La prochaine saison, c'est en janvier. Donc de maintenant Mhm. jusqu'à janvier, l'objectif, ça va être de trouver les moyens, justement. Très bien. Tu es fan de rugby, c'est pour ça que tu as rejoint ou c'est quoi la raison pour laquelle tu as rejoint? Non, pas particulièrement. Moi, c'est le foot plutôt, vraiment. Le rugby, non. Ce qui m'a touché, c'est surtout l'histoire du club et puis le fait que ce soit ben, des jeunes de la région, de la banlieue d'Agadir, quoi, qui sont. C'est le fait aussi que au niveau du rugby, les clubs en Ligue 2, ça s'arrêtait à Marrakech, donc au centre du pays. Aujourd'hui, maintenant, on a une équipe d'Agadir qui va représenter tout le sud, maintenant au niveau national, tandis qu'avant, non. Donc, il y a un côté exploit et belle histoire qui m'a pas mal touché. Mhm. Et puis voilà, enfin, c'est très important parce que le club de rugby, au-delà du sport, c'est aussi les seniors qui font des cours de soutien aux plus jeunes. C'est un encadrement des bénévoles, des Beaucoup seniors. Enfin, d'entraide. voilà, c'est un contexte qui n'est pas super facile, hein. Justement, on va sortir une vidéo, on voit un petit peu où vivent les joueurs, etc. Ah bah, le rugby, ça donne pas mal de sens à leur quotidien et pas mal de responsabilités. Enfin, voilà, vraiment, c'est très positif et Mhm. vertueux comme assaut, quoi. Mhm. Très bien. Euh, donc là, tu es impliqué dans plusieurs activités. Pourquoi est-ce que tu as rajouté l'agence immobilière en particulier? Est-ce que c'est pour avoir un nouveau challenge? J'imagine que tu t'en sors déjà très bien avec l'agence marketing. Alors, bien, c'est ça, c'est-à-dire que, comme, euh, comme je t'ai dit, depuis 2 ou 3 ans, il y a un directeur aujourd'hui dans Mhm. l'agence marketing. Donc, alhamdoulilah, ça me permet des fois de couper vraiment des longues périodes et je reviens et tout se passe bien, tout est bien géré. Mhm. Euh, Maintenant, comment euh, exploiter ce temps libre? Et l'immobilier a beaucoup d'avantages par rapport au domaine d'activité. Mhm. Il y a des sous, c'est un domaine où tout le monde sait qu'il y a des sous. Il n'y a pas de barrière à l'entrée au Maroc, contrairement à d'autres pays. Moi, j'ai toujours pas de diplôme hein, depuis tout à l'heure. Mhm. Donc, c'était,
c'est une opportunité parmi d'autres, finalement. Hmm. Et donc, moi, au sein de cette activité, je me concentre justement sur tout ce qui va être web. Pareil, quand les gens cherchent une location, un appartement à vendre, ben, ils tombent facilement sur notre agence et puis sur le management des équipes avec mon Hmm. associé. Tu vises principalement quel public? Est-ce que c'est les expatriés, les Français ou c'est les Marocains? Euh, Ah, franchement, tout public, parce que dans le business en général, alors forcément dans l'immobilier, ce qui fait rêver, il y a eu pas mal de séries, notamment sur Netflix, l'agence, des choses comme ça, des séries sur des familles qui sont consacrées à l'immobilier. Ce qui fait rêver, ça va être de vendre des villas, ça va être de vendre voilà, des trucs extraordinaires entre 600 et 1 million d'euros et davantage. Ah, c'est bien, quand ça tombe, c'est très très bien, ça fait beaucoup de sous d'un coup, mais j'ai toujours pratiqué depuis le début de mon activité l'accumulation de petits sous. J'ai vu beaucoup d'amis perdre du temps en voulant passer voilà, ils gagnent 1500, 2000 euros et ils cherchent des projets pour gagner 10 000 euros par mois. C'est difficile de trouver un projet pour gagner comme ça du jour au lendemain 10 000 euros par mois. Moi, j'ai toujours pratiqué plutôt tiens, ça, c'est 2000 euros. Ah, ça va me rapporter 500 euros de plus, 500 euros de plus. Et c'est en fait hmm. l'accumulation de plusieurs sources de revenus qui permettent ensuite d'atteindre ces montants-là et finalement de façon beaucoup plus solide, puisque Ouais, s'il y a une source qui tombe, t'as encore les autres. Et dans ouais. l'immobilier, c'est pareil. Beaucoup auraient tendance à se concentrer sur le luxe, etc. Mais ce qui fait le pain de tous les jours, ça va être les locations classiques, meublées, longue durée, les locations de vacances pour les touristes ou des choses comme ça. Donc Ah, tu fais les locations aussi. Tu fais les achats-reventes et locations. voilà, et c'est tout venant en fait. À partir du moment où il y a un besoin qui est sérieux et qu'on a une offre, bon ben voilà, ça match. Ok. Le marché de l'immobilier au Maroc, il se porte comment? Est-ce qu'il est solide? Il est en croissance? Tu peux nous Alors Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées parmi l'audience, pas principalement en France, hein, mais on entend souvent les gens qui veulent soit s'expatrier au Maroc pour quelques années ou à vie ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous parler un peu du marché de l'immobilier au Maroc, à Agadir et dans le reste du Maroc? Alors en fait, ça va être vraiment propre à chaque région. Ouais. Euh, à Agadir, par exemple, étant donné qu'on est une ville assez délimitée, parce que Mhm. tu as la mer, tu as les montagnes, et donc il y a une surface qui est restreinte au niveau du centre-ville, bah, une parcelle de terrain coûte extrêmement cher. Euh, voilà, alors qu'à Marrakech, voilà, 30 minutes de Marrakech, on peut trouver des villas avec des terrains avec un prix qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Agadir. Moi, j'aurais tendance à dire que euh, il faut vraiment aller sur place pour voir parce que la réalité est propre à chaque ville. On entend tout et son contraire et je veux pas participer à ça justement, à part pour Agadir. Car moi-même, j'ai pu être surpris dans le cadre de mon activité professionnelle sur certaines choses. Je cherchais un bureau à louer à Casablanca. Quand Mhm. j'ai commencé ma recherche sur Internet, j'ai vu des prix exorbitants. Depuis que je suis arrivé à Agadir, on me disait, bon, Agadir, c'est bien, mais Casa, ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, c'était conforté par ce que je voyais sur Internet. Et fort ou faible plutôt de ces informations-là en tête, je me suis retrouvé à louer un bureau que je pensais être un bon prix par rapport à ce que j'avais vu sur Internet et à tout ce qu'on m'avait dit ici, donc des gens qui Mhm. n'étaient pas de Casa, mais ici par rapport à Casa. Et finalement, en allant sur place, j'ai vu des bureaux de ouf, dans des endroits de ouf, à des prix beaucoup moins importants que ce qui Ah, était affiché sur Internet. Bon, ça a d'accord. été une mésaventure qui a coûté des mois de loyer de pénalité pour rupture
de bail, parce que du coup, j'étais parti sur un bureau j'ai flashé sur un autre. Voilà. Ouais, Et voilà le genre de situation auquel on peut se confronter si on va pas vraiment sur place. Donc pour moi, ouais. vraiment, Il faut ça aller vaut le sur coup place et se d'aller. renseigner, parler aux gens, etc. Voilà, quand je suis venu m'installer au Maroc, donc je suis arrivé dans un hôtel et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers une agence IMO et ça permet vraiment de D'avoir un palper le benchmark. terrain. Voilà, Ouais, il n'y a pas plus concret que ouais, ça. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui vont à Tanger aussi. Oui, Hmm. oui, oui, c'est vrai. Les tops des J'ai villes, c'est Tanger, Marrakech, Agadir. Alors, je pense que les villes les plus agréables, ça va être Tanger et Agadir. Mhm. Casablanca, c'est une fourmilière. Euh, 10 minutes en voiture aux heures de pointe, ça va se transformer en 40 minutes. Enfin, c'est une Hmm. ville-travail. Mais si on veut un bon environnement, je pense que Tanger est plus une ville-travail qu'Agadir. Donc, au niveau des opportunités, c'est bien. Après, si on est entrepreneur, Tanger, Agadir, ça me semble être les meilleurs plans par rapport à l'environnement. Alors, Tanger est beaucoup plus développé qu'Agadir, mais le royaume se concentre sur la région d'Agadir. Ça se sent beaucoup par l'ouverture de parcs, l'inauguration d'infrastructures qui vont encore avoir lieu, qui ont lieu l'année dernière, cette année, et qui vont encore avoir lieu l'année prochaine. Donc, ça fait une offre de vie qui est vraiment sympa. La météo aussi. Ouais, j'ai pu aller à Tanger et à Agadir les deux. Non, pas à Tanger, ça faisait quand j'étais petit, donc je me souviens pas très bien. À Agadir, plus récemment. Et j'ai bien aimé le climat, les plages. C'était Ouais, très ouais, et sympa, le c'est climat. vraiment Hmm. régulier. Il fait pas trop chaud en été, Ouais, car il y a ouais, la mer et tout. Et en hiver, voilà, le pire du pire, c'est 22, quoi. ouais. Ouais, je Donc, me rappelle, c'était en début décembre, fin novembre, il faisait 25 degrés, c'était voilà, ouf, super beau. c'est ça. Mm. Ouais. Très bien, bah, écoute, je voulais revenir aussi sur ton expérience générale au Maroc par rapport à... Donc, tu nous parlais du contexte quand tu as quitté la France 2015-2016. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes attentes à ce moment-là au niveau de la vie au Maroc? Est-ce que tu as pu retrouver sur place? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as perdu? D'accord. C'est Alors, important. franchement, je me suis vraiment pas posé de 100 000 questions. Euh, j'ai, pour tout te dire, j'ai rencontré donc ma future épouse en octobre 2015. C'était mes premiers pas au Maroc, mes premiers pas à Agadir. Mhm, C'était une Moukabala. Et une fois que voilà, que le projet était sérieux, je me suis dit, je vais aller du coup au Maroc et dans cette région. Donc, j'ai pas du tout fait le processus de me renseigner en amont sur le pays, etc. C'est vraiment sur le tas, sur place, que j'ai découvert un peu tout. Alors, j'ai eu la chance d'être facilité par mon futur beau-frère qui a été mon guide sur place. Grâce à lui, j'ai trouvé mon appart, j'ai quitté l'hôtel pour l'appart, etc., etc. Mais du coup, en tant que Français, avec mes habitudes de Français, qui ne s'était renseigné sur rien du tout, quand je suis arrivé au départ, je savais même pas qu'il y avait des très grandes surfaces. Donc les premiers jours, j'allais faire mes courses dans ce qu'on appelle ici les hanout. Donc pas grand chose. Je trouve pas non plus les produits auxquels j'avais l'habitude, jusqu'à qu'on me dise ah bah tiens on va aller à Marjane. C'est quoi Marjane? Et finalement j'ai vu que ça ressemble en tout point à nos grandes surfaces françaises, dans mhm, lesquelles j'ai retrouvé tous les produits que j'affectionnais. À savoir, moi, je suis breton, le beurre de micelle paysan breton, c'est important. Donc, mhm. ça coûte ici avec l'import. Mais franchement, au niveau des habitudes alimentaires, etc., du coup, t'es pas du tout bouleversé. Au niveau d'Internet, alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le Maroc, et encore plus dans mon contexte où il n'y avait pas de Marocains dans ma famille, et puis j'étais dans un lycée catholique de l'Oise, enfin, ouais, la mixité faisait pas partie de mon environnement. Mhm. Donc, pourquoi tu vas au Maroc? Est-ce que par rapport à ton métier où il y a besoin d'Internet,
tu vas pas avoir des difficultés, pensant qu'Internet n'était pas forcément développé ici, ou des amis qui demandent avant de venir, est-ce qu'il y a des pharmacies? Et tu vois? Hmm. Ouais. Donc, vraiment une méconnaissance. Euh, mais voilà, quand je suis arrivé sur place, j'ai vu que franchement, ben, tout est pareil. Il y a l'avantage d'avoir les petits taxis ici. Je pense que c'est une offre liée au fait qu'une voiture, ça coûte cher et qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Donc, on a les petits taxis qui vont coûter, euh, allez, qui vont coûter 1 € pour faire Ouais. une distance de 10 minutes. Ouais. Moins cher Donc, qu'un ticket de bus à voilà, Paris, c'est quoi. ça. Tu peux te déplacer partout. Tu étais très mobile, même si tu n'as pas de voiture et pour peu. Et donc, vraiment, la seule chose qui changeait pour moi, c'est à quoi ressemble esthétiquement mon environnement. Parce qu'effectivement, en France, tu as des belles routes partout, tu as les façades des maisons qui sont finies, parce que j'allais dire finies, entretenues, mais ici surtout, tu vas trouver dans des quartiers, des fois, en fait, les maisons, elles sont exceptionnelles à l'intérieur, mais Ouais. il y a pas l'effort qui est fait au niveau du crépi, donc tu as l'impression que tu es dans un quartier qui est pas ouf, mais en vrai, quand tu ouvres la porte, tu fais, ah, c'est pas mal. Donc, bah, les espaces verts, il y en a beaucoup moins, surtout dans la région d'Agadir. C'est vrai que maintenant, quand je vais voir ma famille, soit en Bretagne, soit en région parisienne, quand je vois un champ de colza, donc tout jaune, je fais waouh, c'est très très beau. Alors que Ouais. bon, c'est le quotidien de tout le monde là-bas, mais c'est juste des petites choses comme ça. Et les forêts, c'est vrai qu'en France, on a des forêts, des choses comme ça, mais ça, par exemple, tu le retrouves à Tanger. Moi, là, je Ouais. parle de mon contexte Gadiri, où ben, on vient d'inaugurer des parcs, mais avant ça, des espaces verts, t'en as Hmm. pas, quoi. Ouais. Donc, non, vraiment, ce qui était bien, c'est surtout, c'est ce que j'ai quitté au Maroc. En fait, donc, je cherchais à me désencombrer de toute cette ambiance. Moi, en France, j'étais un peu investi. J'étais dans le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Ouais. Je participais en tant que bénévole, des choses comme ça. Donc, j'étais investi voilà, et je suivais un peu tout ce qui se disait d'un point de vue politique, les débats dans la communauté, tout ça. En venant ici, en fait, j'ai vu que le temps de cerveau et l'énergie que ça pouvait me pomper, tous ces débats, toutes ces contrariétés Hmm. en France, ben, je l'ai recyclé pour le mettre au bénéfice soit de ma famille, soit de mon activité professionnelle. Euh, et j'ai l'impression que ici, voilà, de toute façon, on est beaucoup plus léger. Par exemple, pendant le Covid, on va dire 9 articles sur 10 ou 10 articles sur 10 en France, c'était toujours le Covid, le Covid, le Covid. Ici, c'était 2 articles sur 10. On a ouvert les restaurants 1 an et demi avant la France. Et puis, on prenait les choses avec beaucoup plus de recul et de philosophie, moins d'hystérie. Hmm. Et du coup, c'est comme ça pour tous les sujets. Et puis, on a aussi l'avantage d'être dans un pays qui est en croissance et en développement. Donc, les news, ça va être l'inauguration d'une nouvelle route, la Ouais. création, la rénovation d'un aéroport, la création d'une nouvelle ligne de TGV, Ouais. l'inauguration d'un nouvel hôpital, la construction d'une université. Alors qu'en France, ça va toujours être négatif. Plus, je pense même que, que ce qui est vraiment la réalité. Je pense que vraiment, je sais pas, mais il y a une culture médiatique, pour moi, de cannibale, c'est-à-dire qu'en France, on a tendance à chercher toujours à s'auto-critiquer ou à trouver du mal là où il n'y en a pas. Il y a vraiment un traitement négatif de toutes les activités, alors qu'ici, non. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Et ça se ressent vraiment euh, au quotidien. Vraiment, Ouais. ça change les choses. Et quand je vais en France, des fois, je suis surpris par des toutes petites choses parce que j'ai plus l'habitude. Mais quand tu prends le train et que sur un voyage, donc tu fais
voilà, Chantilly, Chantilly, Paris. Euh, t'as plusieurs messages. Bon, je suis d'accord avec les messages, mais une simple affichette aurait suffi. Ne pas mettre, enfin, faut pas mettre les pieds sur les chaises, sinon c'est amende. Ensuite, on te dit, fais attention à tes affaires, il y a des pickpockets. Ensuite, on te dit, attention, l'étiquette des bagages est obligatoire, sinon on va les considérer comme abandonnés, on va les détruire. Et en fait, c'est constamment des messages comme ça. Toi, tu as juste envie de voyager tranquillement. Je me dis que vraiment, ça doit jouer pas mal sur l'inconscient des gens d'être Ouais, d'être voilà, bombardé de messages d'appel à la vigilance ou de trucs comme ça en permanence. Je trouve que ça prend vachement la tête. Et si on se prend moins la tête, ouais, de toute ok, façon, je crois que l'Afrique en général est réputée pour ça. On se prend moins la tête ici. ouais. Merci pour ton retour d'expérience. Euh, Est-ce que tu comptes rester au Maroc à vie ou tu penses rentrer un jour en France? Alors, je Tu pense es rester ouvert. Maroc à vie. Ouais. Je reste ouvert, mais tant que enfin, à chaque fois que je vais en France, j'ai envie de revenir ici. Mhm. Euh, Par rapport aux raisons évoquées, par rapport à l'ambiance, au stress des gens, enfin vraiment, je vois que les gens se font du mal pour un tout et un rien, hein. On- Voilà, je vois vraiment maintenant une différence importante Mhm. de culture entre les deux pays. Ouais, Après, non, vraiment Maroc, hein. Franchement, parce que en fait, plus le temps passe, plus le pays se développe, et donc ce que tu peux trouver cool ailleurs quand tu voyages, ben, en fait, ça arrive. Donc ouais, Maroc, je ça pense. se développe, ouais. Ouais. Je sais pas si tu as des enfants actuellement. Oui, Ouais, j'ai une petite de 3 ans et demi. ok. Au niveau de l'éducation au Alors au Maroc, niveau, tu poses des ouais. questions? Alors, je me suis posé des questions auxquelles on a répondu. Donc, je vois beaucoup, je vois dans des groupes des gens qui veulent s'installer au Maroc, qui veulent des écoles françaises, etc. Donc, déjà, ça coûte une blinde. Et puis, en plus de ça, pour moi, c'est pas vraiment la meilleure éducation qu'on peut apporter à un enfant. Mhm. Il faut pas penser que le niveau des écoles marocaines est inférieur aux écoles françaises. C'est pas vrai. Mhm. C'est beaucoup plus compliqué. En France, on a, je sais plus combien, 95, 98% de taux de réussite au bac. Ici, on est à 50. Donc, il y a des mauvais élèves et il y a des très bons élèves. Et en maths, par exemple, ce qu'on apprend au lycée en France, ils l'apprennent beaucoup plus tôt au Maroc. Ouais, Euh, Moi, ce que je vais privilégier, parce que du coup, en tant qu'employeur, j'ai passé pas mal d'entretiens et j'ai vu les choses, c'est une école privée marocaine pour tout ce qui est primaire et collège, parce que c'est dans les écoles privées marocaines qu'on apprend vraiment les langues. mhm. Toutes les personnes qui sont bilingues ou vraiment, on peut penser qu'elles sont nées en France, elles ont fait leur primaire et leur collège euh, dans un privé. Mhm. Euh, pour le lycée et pour la suite des études, le public est très très bien. Il y a une différence culturelle au niveau de l'appréhension des diplômes privés vs publics ici. C'est qu'en France, on va tendance on va avoir tendance à valoriser le diplôme de l'école prestigieuse privée, tandis qu'ici, le réflexe, ça va être, ah, il a acheté son diplôme. Il n'est Mhm. pas forcément intelligent, mais les parents, ils payent 1000, 2000 euros par mois, il a eu son diplôme. Du Ouais, coup, on accorde plus de mérite et de légitimité à quelqu'un qui l'a eu dans le public, ouais. où c'est pas facile. Moi, je vois mon beau-frère, il est ingénieur, il a un bon poste dans l'État, mais bon, c'est un concours où tu as des centaines de personnes qui participent. Enfin, voilà, faut vraiment savoir se distinguer, quoi. Mm. Mhm. Et puis, ben, les écoles françaises, il y a une sorte d'élitisme. Élitisme et voilà, tout ce qu'on n'aime pas dans la culture un petit peu
je vais caricaturer, mais colons s'y retrouvent un petit peu dans, dans l'ADN de l'école. Et Ouais. moi, j'ai pas Par envie exemple? d'avoir des. Ben, en fait, déjà, il faut être très. Ouais, si tu mets tes enfants dans une école privée française, déjà, elle va côtoyer que des gens très riches. Il n'y a Hmm. pas du tout de mixité sociale. En plus de ça, le voile est interdit. C'est Hmm. une école française, le voile est interdit. Donc, il y a quand même un gros décalage entre ta vie en société, où tu as pas mal de filles qui sont voilées, tu vas voir, admettons, tes cousines, ta maman, tes tantes qui sont voilées, et toi, à l'école, tu es interdit. Donc, un peu bizarre. Et puis après, des échos que j'ai, bon, bah, on y retrouve les mêmes mœurs qu'on a en France, quoi. Donc, Hmm. au niveau des relations filles-garçons, au niveau des soirées où peut y avoir de l'alcool, etc. Enfin, c'est pourquoi venir au Maroc si finalement tu t'orientes après vers une école comme ça où tu vas retrouver tout ce que tu as cherché à quitter, quoi. Donc, Hmm. Ok. Ok, bah merci pour ce retour. C'est intéressant de savoir ça. Toi, tu parles pas, enfin, tu parlais pas arabe avant de venir au Maroc et tu parles toujours pas spécialement arabe. non, Le, non, mais le dialecte. ouais, le Darija, non. Bon, c'est lié au fait que déjà les langues, hein, ni l'anglais ni l'espagnol, donc l'arabe, c'est un niveau au-dessus, Ouais. je- ça rentre pas. Comment Et ça va se puis, passer l'intégration, je veux dire, en parlant de temps 100% francophone, tu as pu t'intégrer facilement, ça a été compliqué. oui, vraiment aucun souci. Mhm. Euh, Plus de soucis quand je joue un match de foot Mhm. et que je comprends pas les consignes. Là, c'est plus compliqué. Mais autrement, non, parce que même celui qui parle pas français, étant donné qu'on est un pays touristique, il aura quelques mots, et ces quelques mots seront largement suffisants pour qu'on arrive à se comprendre. Ok, super. Et puis, toutes les études supérieures, même si ça va changer, mais il faut savoir qu'au Maroc, toutes les études post-bac sont en français, à part Hmm. le droit. Ok, Donc, voilà. Ça va ok. changer et l'Afrique en général s'oriente vers l'anglais. Hmm. Très bien. Bah, écoute, Nicolas, on arrive vers les questions de la fin que je vais te poser bientôt. Est-ce qu'il y a un thème ou une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose avant ça? Bah, on a parlé de l'état d'esprit, voilà, qu'on a quitté en France en venant ici. Moi, je vois beaucoup de gens se poser des questions et tergiverser pas mal, avoir des blocages liés à des questions qui n'en sont pas forcément. Euh, je pense que l'éducation des enfants, alors c'est vrai que c'est plus compliqué si voilà, ils ont grandi en France, ils parlent pas arabe, mais je pense que si tu les mets en privé marocain, ils seront très bien pris en charge. Euh, Au niveau de la sécurité sociale, etc., euh, il y a une sécu au Maroc. Alors certes, elle n'est pas au niveau de la France, mais il n'y a aucun pays au monde qui est au niveau de la France. En France, on a le meilleur système de sécu du monde. C'est simple. Hmm. Donc, le Maroc, ça a tendance à s'améliorer. Il y a moyen de compléter ça avec des mutuelles. On peut même, si certains viennent ici tout en continuant de cotiser en France, ils peuvent prendre une extension de la sécurité sociale pour les étrangers, ce qui fait qu'ils sont couverts même à l'extérieur du territoire français. Oui. Donc, moi, je pense que vraiment, quand on a un projet comme ça, on ne doit pas se poser 36 000 questions, on doit venir sur place, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. On reste un mois, on va voir les agences, voilà, ouais, ça nous plaît pas, et puis voilà. Et puis on a parlé aussi on est souvent à la recherche de choses qu'on connaît en France, mais que ce soit pour les écoles, mais j'ai dit, les écoles privées sont très bien. Il y a plein de choses qui sont très, très bien ici. On est un peu dans une bulle, hein, mais dans tout pays.
Moi, je vais te dire, hein, on est tous avec son bagage culturel, les clichés qu'on nous inculque, etc. Mais j'étais en voyage en Turquie l'année dernière. Ah, j'ai pris une claque, hein, parce que moi, on grandit dans un pays, je crois que quand j'étais petit, c'était la quatrième puissance mondiale. Maintenant, c'est la sixième. Je pense qu'on est au top du top. Finalement, je vais en Turquie, ils ont un aéroport. Je sais pas s'il fait pas quatre fois celui d'Orly, ultra Hmm. moderne. Je vais dans la ville, il y a des buildings partout, très très beau. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Euh, j'ai demandé une carte aussi, mais j'ai demandé, il y a la 3G ou la 4G, et le vendeur, il m'a regardé bizarrement, genre, c'est quoi cette question? Ici, c'est la 5G, tu vois. Ouais, Donc, ouais. il y a... la France est très bien, c'est un très beau pays. Géographiquement, c'est magnifique. Je pense que malheureusement, si tu changes juste les médias, l'état d'esprit des gens, et tout deviendrait super là-bas. Hmm. Mais c'est un peu utopiste, et la réalité est que pour l'instant, c'est comme c'est. Et du coup, je trouve que c'est un pays difficile à vivre. Et oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a plein de types d'herbes différentes. Il ne faut pas penser que la France, c'est ce qui se fait de mieux. Hmm. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que tu as pu. Un des problèmes souvent des expatriés, là c'est juste un commentaire, hein, avant qu'on clôture sur les questions de la fin, c'est que tu as su garder un peu cette implication pour la communauté et pour les gens à travers notamment le site lecoran.com, à travers ton investissement dans le club de rugby, aussi localement. Souvent, ça peut être assez compliqué de rester actif pour la communauté et pour les gens aussi de manière générale. Quand on parle de destinations comme les Émirats, comme les pays un peu, voilà, les Dubaï, tout ça, Alors, là, ça va pas être la même chose. je pense que le réflexe qu'on peut avoir, c'est de se communautariser comme tout le monde. Rejoindre des réseaux français parce que on ne sait pas quoi faire. On va rejoindre un réseau français où ils ont des plans d'activité, des trucs comme ça. Puis hop, tu te trouves enfermé dans un réseau. Je pense que ça, c'est pareil avec d'autres réseaux d'expats ailleurs, que ce soit avec des gens. euh, quand je parle français, je ne parle pas forcément. Enfin, il y a plein de types de Français. Je veux dire, si tu vas dans un réseau d'expats, c'est pareil, c'est des musulmans qui ont quitté la France, etc. Ils ont quand même ce bagage culturel français que tu as en Mhm. commun avec toi. Et il faut chercher à, à- à sortir de là. Ça ouvre d'autres perspectives. On peut très bien être dans les deux. Moi, c'est comme ça. Je pense pas que j'aurais eu tous ces contacts, que j'aurais eu ce parcours-là au Maroc, si bah, j'avais pas ma belle famille qui est 100% locale, Mhm. et qui fait que du coup, je suis vraiment pas dans des prismes, quoi. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, je te remercie Nicolas. Pour les questions de la fin, alors je vais commencer par les compétences. Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qui te sont le plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours? La langue. euh, Communication? voilà, alors moi, je suis pas bon en anglais, mais déjà le français, c'est important parce que combien de gens peuvent écrire un mail grammaticalement correct, avec un orthographe correct, c'est très très important. En anglais, je sais pas tenir une conversation, mais je sais comprendre, donc pas vraiment de frein. Après, la gestion de l'argent, ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, rester focus, tu vois, on parlait de l'immobilier tout à l'heure, ne pas se laisser emporter dans les rêves, et vraiment penser au concret, Hmm. le plus concrètement possible. Et voilà, après, moi, ben, mon métier, je l'ai fait avec mon bagage de développeur web, donc la programmation informatique. J'ai tout Ouais, appris en ligne sur un site qui s'appelle Open Classroom, qui s'appelait le site ouais, du zéro à l'époque. Voilà. ouais. Pas hésiter à acheter leurs livres, ça repose les yeux.
Et on apprend aussi bien la programmation dans les livres, bien sûr le livre à côté de l'ordi, pour faire pour pratiquer ce qui est appris. Mais franchement, c'est très très bien. Et puis la Hmm. version premium coûte 20 € par mois. C'est moins cher que toute école privée. Faut en profiter, hein. Ok, génial. Euh, Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? Euh, Bonne question. Ben, franchement, dans le référencement, il y a un côté challenge. On peut, une boîte, typiquement comme Soudure.pro, nos concurrents, ça va être Mano Mano, donc Ouais. grosse marketplace avec des actionnaires qui injectent des millions. Tu vas avoir la marketplace de Leroy Merlin et plein de trucs comme ça. Et faire sa place parmi tout ce monde, c'est un côté un peu challenge Hmm. qui est sympathique. Après, voilà, c'est que le marketing, il faut être malin dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu ne te bats pas avec les mêmes armes que justement Mano Mano, tout ça, qui ont des millions à dépenser. Moi, j'ai dû développer Studio.pro avec une enveloppe de 3 € par jour, 90 € par mois. Donc, Ouais. forcément, tu dois être le plus pragmatique possible, quoi. Tu peux pas te permettre quoi que ce soit parce que ça coûte Ouais. cher un clic. Et voilà, après, moi, ben, c'est les collègues, j'apprécie beaucoup échanger avec les collègues, leur apprendre des trucs. Au Maroc, comme on fait rentrer des euros, on peut proposer des perspectives d'emploi qui sont sympas pour les collaborateurs, donc ça change la vie aussi. Donc voilà. Des euros, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire que tu peux faire payer en Comme au euros? Maroc, oui, Ouais. on fait rentrer des euros et on peut proposer des prestations en offshore qui seront beaucoup d'argent pour nous au Maroc et peu d'argent pour une TPE-PME française. Mhm. Eh bien, ça te permet de pouvoir proposer des salaires ici qui vont être sympas et qui vont changer la vie des gens parce qu'ils seront contents de travailler et parce que ton entreprise est une belle opportunité pour eux, quoi. Ouais, génial. De ce côté-là aussi. Quelles sont tes routines préférées? Quelles sont tes routines préférées qui t'aident à progresser ou bien qui te donnent l'énergie au quotidien? Bonne question, là aussi. Je ne sais pas vraiment si j'ai une routine, mais en tout cas, euh, je, je me dis que on doit toujours chercher à se hacker psychologiquement. Donc, des fois, c'est avec des moteurs égoïstes. Euh, Typiquement, tu as un projet à faire, il n'est pas très emballant. Ben, essaye de t'auto-trouver un challenge là-dedans. Euh, Mhm. Tu vois, il y a des conférences où il y a des gens qui citent un livre qui dit, il parle d'un livre, en gros, la question c'est si je dois avaler un crapaud, est-ce que je dois le faire le matin ou j'attends la fin de journée? Et la conclusion, c'est il faut le faire le matin, parce que sinon tu vas y penser toute la journée et ça va te gâcher toute la journée. Ah, Donc, d'accord. j'essaie de... Ça, je le ressens beaucoup, hein. Des fois, je parle avec d'autres entrepreneurs, c'est pareil. C'est pas du tout des flemmards, pour le coup, c'est des gros bosseurs. Mais quand ils ont à faire une tâche qui les rebute, ça les rend zombies, quoi, jusqu'à que Hmm. cette tâche soit dépassée. Donc, essayer de faire ces tâches-là en premier, généralement tôt le matin, tôt, Ouais. quand les partenaires et les collègues dorment. Comme ça, on est vraiment concentré. Il n'y a pas de WhatsApp qui bip ou quoi que ce soit. Hmm. Moi, personnellement, je considère que tout ce qui est sollicitation, WhatsApp, tout ça, c'est très, très toxique. On n'avait pas ça avant. Donc, mon téléphone est toujours en silencieux depuis plus d'un Hmm. an et demi maintenant. Donc, si tu essayes de m'appeler, une sonnerie, ça raccroche. C'est le mode ne pas déranger là sur le Ouais. téléphone. Euh, S'il y a une urgence, tu appelleras 2 fois et justement, il y a un système qui fait que si tu appelles 2 fois dans les cinq Ouais. minutes, ça sonne. Voilà. Donc, je reste focus et j'essaye de me concentrer sur les tâches qui ont plus de valeur ajoutée
Et puis, je prends plaisir à optimiser les process. Je regarde là où mes collègues perdent du temps, j'essaie d'automatiser ou de leur donner des outils qui leur feront gagner du temps. Et voilà, je pense qu'il faut essayer de se concentrer et de faire concentrer ses collègues sur ce qui les enthousiasme le plus. C'est généralement là où il y a le plus de valeur ajoutée et Hmm, là où ils vont être beaucoup plus efficaces, quoi. super. Merci pour ces conseils. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de livre, documentaire, n'importe quoi, de référence qui t'a marqué récemment, que tu trouves utile? Euh, Père riche, père pauvre. J'aime bien l'idée qu'on grandit avec la mentalité de sa classe. Ouais. Donc typiquement, moi je suis de classe moyenne, euh, moyenne aisée, on va dire. Euh, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que face à certains montants qui sont élevés, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise Hmm, alors que d'autres concurrents sont complètement à l'aise et ils voient pas où est le problème. Typiquement, ça nous est arrivé de postuler à des appels d'offres et de mettre un prix qui dans notre tête était ouf, vraiment en se demandant même si on ne devrait pas baisser un peu, peut-être qu'on a exagéré. Et finalement, on est la première proposition 2 fois moins chère que le deuxième, tu vois. hmm, Alors, est-ce lié au fait que j'ai pas fait d'études, j'ai pas des professeurs qui m'ont parlé des montants, etc., dans les écoles de commerce, etc. En tout cas, je suis pas habitué à ce genre de chiffres, ma famille non plus. Et le fait que la famille ne le soit pas, euh, ça crée des barrières psychologiques. ouais. Et donc, ce livre-là, il est intéressant dans ce sens parce qu'il te dit que voilà, les gens qui sont des classes pauvres, ils ont une certaine mentalité, ceux de la classe moyenne aussi, et ceux plus aisés aussi. Et vraiment, ça fait des gros changements. Je veux Hmm, dire, le syndrome de l'imposteur est un des trucs les plus communément répandus. Ben, si hmm, demain, un prestataire dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit un psy, un avocat, euh, un, un plombier, eh bien, son taux horaire, il le double, bah, sa vie va changer. Et des fois il est dans une position, c'est très intéressant de benchmarker pour se rendre compte que oui, il est vraiment bas pour la même qualité de travail qu'il propose que les autres, mais il a juste une barrière psychologique par rapport au ouais, montant. Donc, ce ouais, livre-là fait remettre en cause ça. très bien. Donc, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je mettrai ça en description, Inch'Allah. Et enfin, Nicolas, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te suivre, suivre ton travail, moi je sais que tu fais beaucoup de choses, hein. Je mettrai déjà les liens en description, lecoran.com, Energydin. Je ne sais pas si tu as un site pour tout ce qui est côté immobilier. Je peux mettre en lien. Euh, ouais, je t'enverrai le lien, mais sinon, ma page Facebook, elle est publique et je partage que des trucs justement liés au projet professionnel ou associatif. Et les gens peuvent te contacter dessus aussi s'ils ont une question. Ouais, tout à Très fait. bien, très bien. Bah, écoute, Nicolas, je te remercie. J'ai appris pas mal de choses. Je trouve que ton parcours, machallah, est très intéressant et passionnant et il peut donner des idées et peut inspirer pas mal de personnes. On n'a pas tous la chance de pouvoir faire de longues études. Parfois, voilà, on pense que beaucoup de personnes peuvent penser que voilà, ils peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas fait de longues études. Et tu es la preuve qu'on peut faire pas mal de choses, énormément de choses, tant qu'on a la motivation et qu'on sait où on veut aller. Complètement, complètement. Moi, j'ai des clients entrepreneurs, donc issus de l'immigration. Alors, Mhm. ils ont un niveau d'écriture en français qui est, et ça les choquerait pas que je le dise parce qu'ils en ont conscience, mais calamiteux, bah, ça les Mhm. empêche pas d'être chefs d'entreprise, d'avoir des employés et gagner pas mal d'argent dans le domaine qui kiffent, quoi. Mhm. Euh, et, et que ce soit manuel ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui n'ont pas de barrière à l'entrée, hein. Le développement, par exemple, c'est pas un métier manuel. Mhm. N'importe qui peut s'y mettre et être employable ou même se lancer.
sans qualification, sans prérequis. Très bien. Bah, écoute, Nicolas, je demande à Dieu qu'il te mette la baraka dans tes projets, qu'il te facilite, à toi et ta Amin, famille. je te remercie. Je te, moi, pareil, je te souhaite la même chose. J'espère te rencontrer un de ces quatre. Tu passes en France des fois? Rarement, mais quand j'y vais, Enfin, c'est plus région Bretagne. Je moi, je sais suis en pas Bretagne. Ouais. où Non, tu je te suis pas trop situes. Bretagne, mais peut-être qu'il y aura plus de chances si un jour je passe au Maroc. Il y a des chances peut-être en vacances ou que ce Inch'Allah, soit. Inch'Allah, je avec rentrerai plaisir. en contact avec toi pour qu'on puisse se rencontrer, Inch'Allah. Je Avec te remercie plaisir. encore et je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam À alaikum. très vite, Inch'Allah. Alaykoum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.